disciplines. Bien sûr, dans cette conférence-là, je vais essayer de m'étaler dans les différents univers de l'orthodontie, à savoir le diagnostic, passer par tout ce qui est les trois sens. C'est quoi ces fameux trois sens? Et du coup, pour ceux qui me connaissent, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup au diagnostic. C'est la clé de la réussite en dentisterie, en orthodontie. Et bien sûr, quand on dit un diagnostic, alors là, je n'ai pas besoin de savoir est-ce que c'est digital ou conventionnel. C'est une expérience, c'est un savoir-faire. Il faut bien diagnostiquer, bien poser la problématique de ton patient, ne pas se fier aux apparences. Il faut compléter l'examen, voir l'ombre de ce qui est caché derrière. Et du coup, par la suite, sortir avec cette question, est-ce qu'il faut traiter et quand est-ce qu'il faut traiter, bien sûr. Donc, on va commencer bien sûr par cette fameuse empreinte numérique et là, vraiment, ça, c'est une révolution. Je ne peux pas cacher ça. C'est une révolution parce que ça va nous permettre de faire une empreinte, une prise, un complémentaire de notre diagnostic en 3 dimensions. Et du coup, on va avoir une visibilité très claire de notre problème avec une facilité et une aisance incroyable. Bien sûr, ça va nous donner des images. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer d'expliquer à travers cette conférence, c'est de vous montrer comment je peux transformer cette image en un outil de diagnostic. Donc du coup, en réalité, quand je prends une empreinte numérique, voilà ce que j'ai. Une image. Une simple image, mais qui n'est pas bien différenciée. C'est-à-dire que là, je vois une empreinte endobuccale, c'est très chouette, je vais jouer avec, je peux la faire tourner, mais en réalité, c'est quoi? C'est juste une image que je ne peux pas exploiter. Bien sûr, toujours on me pose la question, et si je n'ai pas les moyens d'avoir un scan, parce qu'il n'y a pas de problème. Là, l'évolution va apparaître, parce que si on n'a pas ce scan pour avoir cette image 3D, je peux avoir aussi un scan numérique de nos simples empreintes. Et d'ailleurs, les études ils ont montré que le scan numérique est plus fiable avec une précision plus importante qu'un scan endobuccal. Parce que là, quand je vais voir ce scan endobuccal, le vendeur va me donner que les points positifs, que c'est facile, c'est rapide, mais il y a parfois des problèmes. La simple buée va vraiment vous fatiguer. Une bouche qui est petite bouche, ça va te rendre la tâche plus facile et parfois même on va avoir des réflexes nauséeux avec un cam qui coûte cher. Ça c'est dangereux. Donc du coup, il y a ce scan et ce scan aussi va nous permettre d'avoir la même chose. Simple image. Une image en 3D, un simple jeu. Mais ce n'est pas utile en tant qu'orthodontiste, en tant que dentiste. Et du coup, c'est ce que je vais faire, c'est voir l'évolution de ce travail-là, et c'est le setup numérique. Là, on est entré dans la vraie révolution en orthodontie. C'est-à-dire comment moi je vais transformer cette image-là en un moyen complément de mon diagnostic et qui va me permettre, bien sûr, de faire un bon travail, bien sûr, un travail qui peut être juste conventionnel, multivable, mais aussi les aligneurs. Parce que la tendance maintenant en 3D, c'est plus aligneur. Et du coup, c'est la réalisation d'un setup. Alors, pour réaliser ce setup-là, qu'est-ce que je vais faire? Brièvement, je vais segmenter le modèle. C'est-à-dire, je vais prendre cette photo-là, et grâce à un logiciel numérique, je vais essayer de la décortiquer en différents éléments, différentes images. Mais pour chaque image, je vais désigner un nom. C'est-à-dire que je vais la segmenter en différents, la 7, la 6, les incisifs, les canines, comme ça, l'image va devenir plus explicite pour mon logiciel. Par la suite, je vais commencer mon diagnostic, c'est-à-dire calculer la forme de l'arcade. On sait bien que ce calcul de forme d'arcade, c'est un point très important parce que là, je vais voir est-ce que je dois faire de l'expansion ou pas, est-ce que je dois extraire ou pas. Ça va me permettre aussi de savoir, de calculer ma DDM et ma DDD. Bien sûr, ça va me permettre aussi de calculer un plan d'occlusion. Ça, c'est génial. Imaginez avec moi le pouvoir de calculer un plan d'occlusion, voir l'impact de l'occlusion, détecter les interférences juste dans un logiciel, calculer l'overjet et l'overbite, calculer l'indice de bottom. On va connaître par la suite c'est quoi cet indice-là. Et du coup, pouvoir faire un enregistrement sur un articulateur. Donc là, vraiment,
je peux dire que c'est une révolution dans le domaine d'orthodontie, c'est-à-dire que je peux faire tout le travail de diagnostic endobuccal et démoulage que sur mon PC et par la suite la conception de mon setup virtuel. Alors le setup virtuel c'est quoi en réalité? C'est que je vais prendre mon image, je vais la découper en différents éléments et par la suite je vais juste jouer avec mon puzzle, c'est-à-dire je vais essayer de redresser les dents, mais bien sûr, n'oubliez pas, selon un bon diagnostic. Et ça c'est l'erreur majeure, parce que malheureusement pour ceux qui ont déjà fait des formations sur les aligneurs ou bien qui ont déjà commencé à pratiquer aligneur, pour nous les aligneurs c'est quoi? C'est juste prendre une empreinte, tu l'envoies au laboratoire, les gouttières sont là. Et du coup non, ça c'est faux. Tu es un médecin, il faut poser un bon diagnostic, il faut discuter avec ton prothésiste. Moi, toujours je dis la même chose, un prothésiste te respecte quand il sait que tu fais ton travail comme il le faut. Alors là, on va essayer de voir ces étapes-là petit à petit. Donc on a dit, premier lieu, c'est la segmentation, c'est-à-dire, je vais prendre mon image et je vais commencer à segmenter les dents une par une. Et du coup, là, par exemple, sur cette image-là, je vois que je commence à décortiquer des éléments. C'est-à-dire que là, je désigne à mon logiciel, qui est mon outil digital, que cette dent-là, c'est la 7. Bien sûr, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais segmenter la totalité de mon travail. Et du coup, là, je suis vraiment dans une segmentation totale, c'est-à-dire que j'ai segmenté tous les dents, découpé tous les dents, désigné tous les dents pour mon logiciel, identifié, parce que le logiciel ne sait rien. C'est juste une image en 3D, donc je vais la segmenter, désigner pour chaque dent juste un chiffre, mais bien sûr un chiffre pour moi qui veut dire des choses, qui est très significatif. C'est-à-dire que quand je vais dire pour le logiciel que c'est la 6, pour moi c'est la première molaire, et pour le logiciel c'est juste chiffre 6. Et du coup, déjà à ce stade-là, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les éléments que je peux récolter? Là, bien sûr, je peux commencer à calculer ma DDM. Parce qu'en fait, la DDM, c'est quoi? Si on retourne à ce qui est conventionnel, c'est le calcul. C'est quoi la DDM? C'est le calcul de l'espace nécessaire, c'est-à-dire la largeur mésodistale de tous les dents soustrait à l'espace disponible. Et du coup, c'est ce que j'ai fait dans mon logiciel, c'est-à-dire que j'ai fait ma segmentation et par la suite j'ai fait mon calcul de forme d'arcade et du coup, je peux déjà deviner la DDM. Bien sûr, on va voir est-ce que cette DDM va me servir. Bien évidemment, en orthodontie, la DDM, c'est la décision thérapeutique. C'est elle qui va me permettre de décider est-ce que je dois extraire ou pas extraire. Par la suite, qu'est-ce que je peux récolter aussi, juste avec cette simple segmentation, le calcul de l'indice de Bolton. Alors, l'indice de Bolton, c'est un indice qu'on vraiment on néglige beaucoup. Et normalement, l'indice de Bolton, c'est quoi? C'est la désharmonie dentodentaire. C'est la DDD. C'est-à-dire, je vais calculer le rapport des dents inférieures sur les dents supérieures et ça doit me donner une constante. Et cette constante-là, qui me permet normalement d'avoir une glace, une molaire canine, un milieu interincisif qui coïncide. Donc, là, je trouve que si je calcule l'ADD générale, c'est-à-dire je calcule la largeur, le rapport entre la largeur de l'arcade inférieure de la 6 à la 6 sur l'arcade supérieure, je dois avoir toujours une valeur qui est égale à 91 plus ou moins 0,26. C'est-à-dire que si je suis dans ce rapport-là, je sais bien que j'ai par obligation, je dois avoir par obligation un résultat classe 1 molaire canine des deux côtés avec un point interincisif qui coïncide. Et du coup là je comprends que le résultat final d'un traitement orthodontique n'est jamais au hasard. Ce sont des calculs. Mais si j'ai cette valeur-là qui est un peu diminuée, là je vais savoir qu'il y a un problème. Qu'il y a une dent qui va me causer des problèmes. C'est-à-dire que le résultat final ne peut jamais arriver à ma fameuse classe 1 molaire et canine, coïncidence des points interincisifs. Et du coup, si j'observe bien dans tous les dents, je vais deviner qu'il y a peut-être une petite dent, des dents risiformes. C'est les fameuses latérales parfois qui vont nous donner des problèmes. Et là, ce qui est important, c'est que dès maintenant, je peux déjà dire à mon patient que voilà, tu vas terminer avec des petits diastèmes au niveau des latérales, il te faut une coronoplastie. Et
pour ceux qui me connaissent, moi je dis toujours qu'il faut toujours étaler tout le problème avant de commencer. Parce que comment tu peux convaincre un patient qu'il faut faire une coronoplastie à la fin du traitement? Pour lui, c'est une erreur. Bien sûr, il y a aussi le calcul de l'indice de Bolton antérieur, c'est-à-dire qu'on peut faciliter un peu la tâche. Et là, du coup, ce que je vois, c'est en train de vous montrer que tout ce qu'on va faire sur le digital, normalement, on le fait en conventionnel. Ça, on peut le faire juste sur un modèle en plâtre, c'est-à-dire calculer les rapports entre la distance canine inférieure, canine supérieure. Ça va me donner une constante qui doit être entre 77,2. Du coup, toujours, si j'ai cette constante qui est stable, je sais que mon résultat va être nickel. En fait, c'est l'indice de Bolton qui est bien. Parce que si tu calcules l'indice de Bolton de tous tes cas, en ortho, tu vas deviner que la majorité, ils ont un indice qui n'est pas près, juste à côté de ce 77. Soit ils sont inférieurs, soit ils sont plus élevés. Et du coup, on comprend pourquoi parfois on termine avec des diastèmes. Pourquoi des diastèmes ne veulent pas se fermer, même si on utilise notre chaînette. Tu es d'accord avec moi? Alors, là j'ai fait ma segmentation, et cette segmentation-là m'a permis juste de voir, calculer la DDM et la DDD. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à transformer la totalité de l'image, et du coup, ce que je vais faire, c'est une segmentation du col et de la dent. C'est-à-dire, je vais essayer de donner au logiciel la capacité d'avoir une dent en 3D. Parce qu'au début, j'ai fait juste la segmentation mésiodistale. Et du coup, c'est un travail qui est un peu fatigant. C'est-à-dire que le logiciel ne va pas faire ça. C'est à toi de le faire ou bien à ton prothésiste. Et du coup, là, je vais pointiller tous les collets de la dent. Et du coup, qu'est-ce que je vais gagner avec cette segmentation-là? Je vais gagner l'identification d'un tissu mou. C'est-à-dire, maintenant, je m'approche à un vrai patient. Un patient virtuel. Et qui va me permettre de trouver des solutions. Alors, à ce stade-là, ça y est, je peux commencer à orienter les dents comme je veux. C'est ça le setup virtuel. C'est-à-dire, le setup conventionnel, c'est quoi? On va prendre un modèle en plâtre, on va découper tous les dents, on va les mettre sur un socle en cire, et là, je peux faire bouger les dents dans le sens où je veux, bien sûr, dans un objectif de corriger. Alors, tout ce que j'ai fait là, c'est pour arriver à ce stade-là, c'est-à-dire segmentation mésiodistale, segmentation de tout le collet, et du coup, là, maintenant, je peux orienter la dent dans les différents axes. Bien sûr, du coup, je peux aligner mes dents. Mais, il y a un problème, il y a un grand souci qui... Il y a un problème. Ah, si je crois. Donc là, je peux déjà désigner les axes des dents. Mais est-ce que c'est valable? Là, je vais demander à un implantologue. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas désigner l'axe de la dent juste avec une image. Et du coup, là, on va voir qu'il y a une révolution dans tout ce qui est setup virtuel. C'est l'introduction, l'intégration de la combine. La combine, bien sûr, on ne peut pas nier que nous a donné vraiment un plus très très favorable. Maintenant, en orthodontie, ça nous permet de voir l'axe des dents. Bien sûr, souvent on va les utiliser dans le cas des dents incluses. Ça va nous permettre de voir la possibilité de rétraction d'une canine, rétraction d'un bloc de dents qui est incluse, mais aussi ça va me permettre de l'intégrer dans ce setup virtuel. C'est-à-dire, maintenant ce que j'ai fait, j'ai segmenté la dent en 3D, j'ai désigné le tissu mou, mais avec l'intégration de la combine, je peux même tracer l'axe de la racine et avoir une précision de travail. Et là, vraiment, là, il faut rappeler une chose, c'est en orthodontie, quand on dit qu'on aligne les dents, normalement, on ne va pas aligner juste la dent, mais on ne va pas aligner juste la couronne, mais plutôt la couronne et la racine. Pour nous, la racine, c'est la plus importante. Du coup, l'intégration du combine, vraiment, il a révolutionné ce travail-là. Et du coup, là, je vois par exemple que le traçage de l'axe de cette prémolaire-là, il était erroné. Du coup, je peux le modifier et je peux vraiment m'approcher à la réalité clinique. Qu'est-ce que je peux aussi récolter à travers ce fameux setup virtuel? Le calcul de la forme d'arcade. Et le calcul de la forme d'arcade, déjà, on peut le réaliser juste avec un simple modèle. C'est-à-dire, je peux calculer le diamètre prémolaire, de tangents des secteurs latéraux. Déjà, je suis sur une forme d'arcade qui est idéale pour mon traitement, mais aussi au niveau de ce
fameux setup virtuel, je peux déjà désigner cette forme idéale. Et bien sûr, l'intérêt de cette forme idéale, ça va être quoi? Ça va être la projection d'un futur projet, c'est-à-dire le projet que je cherche. Est-ce que je veux élargir un peu l'arcade? Est-ce que je veux juste garder ce diamètre entre les canines et avoir un résultat qui est plus stable? Bien sûr, tout ça va mener vers la question emblématique en orthodontie. Est-ce qu'il faut extraire ou pas extraire? Mais en réalité, ce n'est pas la vraie question. La vraie question, est-ce que j'ai besoin d'espace ou pas? Parce qu'on peut gagner d'espace de différentes façons. Je peux élargir, je peux faire du stripping, mais bien sûr, à la fin, si la DDM est énorme, sera obligé de faire des extractions. Alors du coup, là, quand je cherche la question d'extraire ou de ne pas extraire, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que les valeurs sont les mêmes, sont restées les mêmes. Donc ça veut dire, il a dit une belle chose au début, il a dit, heureusement que les mains n'ont pas changé. Ben, même les valeurs en ortho n'ont pas changé parce que c'est la biologie, c'est le tissu vivant qui ne change pas. Et du coup, ce que je trouve que ce qu'on trouve, c'est qu'entre 0 et 4 mm, on peut traiter un cas sans extraction. Si on a un besoin de 4 mm, c'est quelque chose de très facile. Entre 4 et 6, soit on va extraire les 5, soit on va faire juste du stripping. Et au-delà de la 6, on va extraire les 4. Et bien sûr, pour ceux qui ont déjà fait des recherches sur les aligneurs, on les vend toujours comme produits sans extraction. Mais en réalité, c'est la bonne sélection des cas. C'est-à-dire que les aligneurs ils ont plus de force, plus d'habilité de traiter que dans les cadres entre 0 et 6 mm. Mais au-delà de 6 mm, ça va devenir plus difficile et peut-être même résultat imprévisible. Et d'où la nécessité d'avoir les bases fondamentales sur le traitement orthodontique, avoir les notions biomécaniques qui ne vont jamais changer. Bien sûr, quand je parle d'extraction, j'évoque aussi la gestion d'ancrage. Et bien sûr, bon, l'erreur fatale en orthodontie, c'est la perte d'ancrage. C'est-à-dire que moi, je vais extraire, je ne vais pas réfléchir à mon fameux loi de Newton qui est réaction-action. Et du coup, au lieu de aligner les dents, je vais juste fermer l'espace par mécanisation des molaires et c'est raté. Alors, est-ce que cette gestion d'ancrage est essentielle dans tout ce qui est virtuel? Bien évidemment, parce qu'on reste toujours dans un corps humain. La DDM est la même. C'est-à-dire que là, quand tu vas donner ce produit-là, numérique, à ton prothésiste, il faut veiller à vérifier la DDM. Il faut bien lire la charte virtuelle qu'on va te donner. Alors, le calcul du plan d'occlusion, est-ce que c'est essentiel en orthodontie, pas juste en prothèse? Même en orthodontie, on a besoin d'un plan d'occlusion. Et là, vraiment, ça, c'est une révolution en virtuel. Parce qu'en orthodontie, je pense qu'on n'a jamais utilisé mon impact articulaire. Or, il le faut. Il faut chercher l'impact de l'occlusion, il faut chercher est-ce qu'il y a des verrouillages, est-ce qu'il y a une interférence. Et ce setup virtuel va me permettre virtuellement déjà de calquer, de voir la pression de l'occlusion et du coup de savoir est-ce qu'il y a un blocage, est-ce qu'il y a une interférence, est-ce qu'il y a un verrouillage que je dois bien sûr déverrouiller. Et bien sûr par la suite, là, je peux déjà passer à mon enregistrement sur l'articulateur. C'est-à-dire que j'ai fractionné mon modèle, j'ai calculé ma DDM, j'ai calculé le rapport des formes d'arcade, j'ai calculé l'impact de l'occlusion. Maintenant, juste un enregistrement sur l'articulateur. Et là, je suis sur mon vrai patient en virtuel. C'est à ce stade-là que je peux déjà, ça y est, maintenant je peux commencer à décider est-ce que je dois traiter avec extraction ou sans extraction, est-ce que je dois veiller à respecter mes trois sens, parce que l'orthodontie en réalité c'est une orthodontie des trois sens, c'est ce qu'on va voir bien sûr par la suite. Bien sûr, avant de passer à cette fameuse orthodontie des trois sens, on ne va pas oublier nos fameux éléments de guidage, overjet, overbite. Ça, c'est des éléments qui sont très faciles à calculer sur modèle, sur radio, mais aussi sur un setup numérique. Ça donne du pêche, c'est beau à voir. Mais en fait, c'est juste quelque chose de basique qu'on peut utiliser, on peut vérifier même sur nos patients. D'ailleurs, c'est vraiment un élément qui est très important. Il faut toujours ne pas se confier au digital à 100%. Tant que je suis face à mon patient, je peux vérifier. Alors là, quand je vais calculer mon overjet ou bien mon overbite en virtuel, c'est très facile, une simple règle stérile, je la mets en bouche, je calcule, je vérifie. Ça va me permettre de voir est-ce que ce que j'ai sur mon setup virtuel est
est calqué sur la réalité, parce que là, la décision va être déterminante dans mon plan de traitement. Là, bien sûr, c'est juste calcul de l'objet, voir est-ce que je suis en suprafusion, bien en béance, la valeur, le verrouillage que je dois déverrouiller par la suite. Et du coup, voilà ce que tout ce travail va me donner ce bulletin. Cette analyse-là, je vous invite vivement à bien l'étudier. Parce que souvent, moi je travaille à beaucoup de sociétés en animaire, parfois ils n'envoient même pas ce bulletin-là, et ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que toi, en tant qu'orthodontiste, un orthodontiste qui croit à la science, au diagnostic, tu dois vérifier toutes les valeurs. Tu dois vérifier la DDM, et votre DDD, l'indice de Botton, et bien sûr voir la décision de traitement, est-ce que c'est avec ou bien sans extraction. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que toujours on me demande comment on va schématiser toute cette négociation de diagnostic en gouttière. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que notre image, elle est bien fractionnée, on est en setup virtuel maintenant. Je peux faire bouger les dents selon ce que moi je souhaite. Bien sûr, le souhait il est basé sur un bon diagnostic, une bonne décision thérapeutique. Et du coup, par la... Une fois que je vais prendre mon setup virtuel, je vais aligner les dents selon le concept de diagnostic que j'ai cherché. Est-ce que je dois élargir? Est-ce que je vais extraire? Est-ce que je dois faire du stripping? Et par la suite, qu'est-ce que je vais demander à mon logiciel? Je vais lui demander de fractionner tout ce que j'ai fait en différentes étapes. En fait, c'est comme si je vais lui demander que ce mouvement-là, de la prémolaire que j'ai aligné, que là la prémolaire elle était inclinée, et j'ai demandé, donné l'ordre d'aligner la dent, je vais demander de fractionner ce simple mouvement en différents mouvements qui ne doivent pas dépasser, par exemple, entre 0,5 à 0,25 mm. Parce que les alinéaires, ce n'est pas de la magie. C'est de la biomécanique, c'est un déplacement dentaire, mais bien sûr, on ne va pas avoir juste une gouttière, mais on va avoir plusieurs gouttières, et ces gouttières-là dépendent du nombre de étapes que le logiciel va me fractionner. Et du coup, là, je vais lui donner l'ordre. Et bien, qui va donner l'ordre? Bien sûr, c'est le médecin. C'est-à-dire que moi, je peux donner l'ordre de déplacer mon setup selon un mouvement maximal de 0,5 mm ou bien de 0,25 mm. Quels sont les éléments qui vont me permettre de décider ce mouvement-là? C'est l'état parodontal. Avec un parodonte affaibli, je ne vais pas faire bouger la dent rapidement parce qu'il y a un risque de mobilité, un risque de fragilisation. Et du coup, le logiciel va prendre cet ordre-là de mouvement, il va fractionner le mouvement maximal que j'ai donné, il va me donner le nombre de étapes. Et le nombre de étapes égale au nombre des gouttières. Pour cette raison qu'on comprend pourquoi sur les publicités des aligneurs, on voit toujours plusieurs modèles scannés. Il y a plusieurs gouttières à la fois. C'est juste un simple setup, mais qui est fractionné en ralenti. Alors, l'avantage de ce setup-là, c'est qu'il va me permettre, et ça c'est une révolution, c'est-à-dire qu'il va me permettre de visualiser un résultat final. Et même mon patient va voir son résultat. Et du coup, par la suite, voir l'accord du patient, si il veut, on exécute. Et du coup, là, ce qui est malheureux, c'est qu'on a toujours la conviction que ce setup virtuel, c'est juste pour les aligneurs. On peut l'utiliser même pour le conventionnel. C'est ça, vraiment, c'est ça. C'est ça le médecin intelligent. C'est celui qui peut utiliser tout ce qui est digital, mais avec les moyens qu'il a. Donc, du coup, là, je peux, à travers ce résultat, déjà, montrer à mon patient ce que je peux faire, et je peux le faire juste avec mon simple traitement conventionnel, ou bien sûr, avec mes aligneurs. Alors, là, on va commencer à parler orthodontie des 300, parce que là, j'étais juste sur mon setup virtuel, c'est-à-dire, j'ai juste mobilisé les dents. En réalité, pour moi, c'est comme si j'étais en train de jouer. Juste une application de jeu, je suis en train de mobiliser les dents. Mais en fait, l'orthodontie, est-ce que c'est un jeu? Non, c'est une science. Et du coup, là, on va voir l'importance de respect de l'orthodontie de 300. Alors, quand je dis que l'orthodontie de 300, c'est que quand on travaille un traitement orthodontique, bien sûr, on a toujours l'obligation de respecter les 3 sens.
c'est le sens transversal, bien sûr le sens vertical et le sens sagittal. Alors, pour le sens transversal, on va essayer de voir son impact sur la fonction orofaciale. Est-ce que le sens transversal agit sur la fonction orofaciale? C'est l'inverse. C'est la conséquence d'un problème orofacial. Un patient respirateur buccal, un patient qui a une déglutition atypique, souvent il va avoir cette petite arcade maxillaire qui est réduite, et du coup, l'obligation de faire une rééducation fonctionnelle, mais aussi d'élargir ce sens transversal. Le centrage, pour moi, ça c'est un élément qu'il faut bien chercher. C'est que quand je parle du sens transversal maxillaire, c'est en fait, je suis en train même de parler du centrage de la mandibule. Parce que la mandibule, c'est l'unité mobile sur mon visage, sur mon patrimoine orofacial. Et si je n'ai pas un bon maxillaire qui va centrer la mandibule, alors on va avoir des catastrophes. On va avoir même des latéroblastiques, des douleurs d'ATM. Bien sûr, c'est l'expansion, c'est la fameuse expansion. Le guidage, oui, sens transversal agit sur le guidage. C'est-à-dire que la latéralité, la mastication de latéralité, on ne peut pas la voir correctement avec respect du ministre des ATM si on n'a pas un bon guidage, si on n'a pas une bonne largeur de mon maxillaire. Et bien sûr, le calage. Et du coup, là, je vois que les 4 éléments importants dans une fonction, il y a la fonction orofaciale d'abord, centrage, guidage, calage, le sens transversal participe impérativement à les rétablir. Et du coup, c'est un sens que pour moi j'appelle une urgence orthodontique. Le sens transversal, c'est une urgence orthodontique. C'est-à-dire que, avant même de penser à extraire ou ne pas extraire, avant même de penser à aligner les dents, parce que malheureusement les orthodontistes ce sont juste des aligneurs des dents, il faut penser d'abord à avoir un bon sens transversal, un sens transversal qui va respecter des fonctions patrimoniales. La prothèse, l'implant, l'occlusion, la mastication normale, c'est impérativement central, guidage, calage. Et du coup, même en orthodontie, on a cette obligation de respecter ce sens transversal, et du coup, c'est ce qu'on appelle l'urgence, comme j'ai dit, orthodontique. Alors voilà, on va essayer de voir ce cas-là. Bizarrement, le motif de consultation, il est clair. Ça va être quoi? C'est l'incisif. C'est toujours la chose la plus marquante pour le patient, mais c'est la chose la plus facile à résoudre. C'est la latérale qui est en palatopposition, mais au-delà de cette latérale qui est en palatopposition, regardez avec moi le sens transversal, un articulation du prémolaire, déviation du point interactif. Si je respecte l'orthodontie de 3 sens, le sens transversal, c'est une urgence. Et du coup, je vais commencer par ce sens transversal avant même de penser est-ce que je dois extraire ou ne pas extraire. Bien sûr, là je vais traiter le cas juste avec un système multivague, d'attachement autoligaturante, là avec un fameux quadilix. Ceux qui me connaissent, moi je suis un adepte de quadilix. Je suis un amoureux du quadilix. Un disjoncteur, ça va être plus dans le cadre de disjonction squelettique, des endognathies. Si on a un problème squelettique, bien sûr là, docteur il vient de me piéger un peu, mais quand je vais me justifier, parce que si je fais une conférence sur l'alvéolaire et le squelettique, on ne va pas terminer. Du coup là, on va aborder juste les problèmes qui sont alvéolaires, mais si on a des problèmes bien sûr squelettiques, alors là, du coup, c'est un disjoncteur qui va éclater la suture en totalité, mais l'âge, il est important. Et du coup, regardez juste avec une expansion, déjà, qu'est-ce que je remarque? Motif de consultation réglé. C'est bien pour moi. Tout le reste, ça reste que du positif. Mais est-ce que cette expansion va donner un plus? On va voir le résultat par la suite. Mais avant, on va essayer d'abord de comprendre l'expansion en conventionnel. Est-ce que l'expansion en conventionnel a un avantage? Il a un grand avantage parce qu'il va me permettre d'élargir dans les secteurs latéraux, même de vestibuler un peu en avant, et du coup c'est un moyen qui va me permettre de gagner de l'espace. Et c'est pour cette raison que j'ai pu aligner la dent sans avoir recours à des extractions. Donc du coup là je vois que je suis gagnant-gagnant, mais au-delà de motif de consultation de mon patient, moi je cherche les principes de centrage
Pour un ainsi qui coïncide, le calage et le guidage. Et du coup là, je n'ai pas juste répondu à un simple motif de consultation de mon patient, mais plutôt j'ai soulagé, j'ai assuré la pérennité d'un résultat et la stabilité d'un résultat orthodontique, bien sûr, tout en respectant les 3 sens en orthodontie avec la chronologie. Et c'est très important. Le problème en orthodontie, c'est vraiment la chronologie. Parce que parfois, il y a des collègues qui vont s'étaler directement extrême, commencer l'alignement. Mais attends, il faut donner l'ordre. Chaque sens doit respecter son nom. C'est-à-dire que quand j'ai un problème maintenant de sens transversal, mon réalité. C'est la priorité sur les sens. Oui, docteur? C'est les priorités pour les sens. Bien sûr, bien sûr. Le sens transversal, c'est l'urgence. Ah, c'est le premier. C'est associé à le sens vertical. C'est un super. Non, je commence toujours par le sens transversal. J'ai pas le. Non, c'est une règle, c'est ça. En réalité, pour moi, c'est ça c'est le message que j'essaie de vous transmettre, c'est-à-dire qu'il faut respecter les sens. Que là, je commence toujours par le sens transversal parce que c'est une urgence orthodontique. Par la suite, je vais passer à mon fameux sens, bien sûr, vertical. Maintenant, on va passer à la correction de ce sens transversal, mais d'une façon, on va dire, virtuelle. C'est-à-dire par un setup virtuel, par un setup numérique, par des aligneurs. Et on voit ce cas-là qui présente aussi un problème du sens transversal, fameux arcade en V, synonyme d'un problème fonctionnel bien sûr. Patiente âgée avec un parodonte affaibli, une patiente qui refuse de mettre des multibacs, et c'est ça vraiment, c'est le plus de digital, le plus des aligneurs, c'est que je peux traiter ce problème-là sans avoir recours à des multibacs, sans avoir recours à des appareillages qui sont assez lourds, parce que quand même, Quadilix, disjoncteur, c'est assez lourd. Là, c'est quoi? C'est le setup virtuel, c'est la segmentation de mes éléments. Calcul, là on va faire juste un brief rappel de ce qu'on a vu au début. Calcul de l'overjet, calcul de l'overback, parce que, comme il a dit le docteur, si j'ai un problème du sens transversal associé à un sens vertical, on va toujours avoir cette association. Mais, c'est vrai, avant de commencer par corriger ce sens vertical, pensez d'abord au sens transversal. Déjà là, la solution du sens transversal, c'est une solution qui est rapide. Expansion avec un Quadilix, c'est 2-3 mois. Supraclusion, tu vas rester pour vraiment 6 mois, 8 mois pour l'achever. Donc du coup, autant commencer par le plus facile, mais aussi le plus violent. C'est surtout que, excusez-moi, c'est surtout que souvent on ne peut pas régler les autres sens si Bien on sûr. ne règle pas le transversal. Parfois, le fait de régler le sens transversal va résoudre les autres problèmes. Oui. Vous avez vu le cas de déviation du point interincisif, j'ai sauté l'articulé, ça y est, tout est réglé. J'en avais même pas besoin d'utiliser des élastiques. Donc là, je vais calculer mon ratio indice de Bolton 0,79, donc je suis dans un ratio qui est presque normal. Donc les dents, la valeur des dents est normale, obligation de terminer normalement en classe 1, molaire et canine. Là, bien sûr, ce que je vais ajouter à ça, c'est les attachements, les petits points en bleu, ce sont des attachements composites. Bien sûr, on doit comprendre l'intérêt de ces attachements. Alors là, c'est le résultat virtuel, ce que je vais montrer à ma patiente. Voilà ce que je peux déjà gagner juste avec alignement par gouttière. Là, vous allez deviner que je suis toujours en classe 2. Est-ce que, selon ce qu'on a vu déjà au début, c'est un cas, si je dois poser des noms, c'est un cas qui est chirurgical, c'est un objet qui est très très important. Et une patiente âgée, bien sûr, parfois on se permet de faire des petits compromis. Là, c'est le sens qui m'intéresse, c'est-à-dire que est-ce que je peux gagner en largeur juste avec les gouttières, plus ou moins, niveau inférieur, regardez la DD1 qui est très importante, là, ça devient spectaculaire. Et bien sûr, je sais que pour faire ce petit mouvement-là de magie, il me faut de l'espace. Il faut de l'os aussi. Quoi, docteur? Il faut de l'os aussi. De l'os. Ah, bien sûr, de l'os. Ou bien des mouvements et des forces très légères. Mais attends, moi je suis toujours juste sur mon sens transversal. Et là, je vais le comparer avec ce que j'ai vu sur le conventionnel. Parce qu'en conventionnel, j'ai vu que le sens transversal étant une urgence, mais si je le règle avec mon appareil multival, avec mes expansions, je gagne de l'espace. C'est positif. Alors que sur les gouttières, il y a un souci. C'est qu'on ne peut pas obtenir un déplacement si on n'a pas d'espace clinique. C'est-à-dire que même si je veux faire de l'expansion par des aligneurs,
je serai obligé d'extraire ou bien d'avoir de l'espace, chercher de l'espace, c'est-à-dire de faire du stripping. Et du coup, là, c'est sûr, est-ce que tu veux utiliser un appareil qui va te faire gagner de l'espace ou bien stripper pour avoir le même résultat? Là, c'est la comparaison qu'il faut faire. Et du coup, là, je serai obligé, pour obtenir cette petite expansion, de me soumettre à une charte de stripping. C'est-à-dire que là, avec les aligneurs, on trouve qu'il y a une faiblesse. C'est-à-dire que les aligneurs ne vont pas me permettre d'avoir cette largeur-là qui va me permettre d'avoir un bon centrage, un bon guidage et un bon calage. Du coup, c'est l'importance de bien sélectionner les cas pour entamer une expansion avec les aligneurs. Alors, pour les attachements, c'est quoi ces attachements-là? Alors, les attachements-là, ils sont personnalisés pour chaque dent, selon son axe et son contour. En fait, les attachements, c'est les braquettes. On peut l'imaginer comme les braquettes. La gouttière, c'est l'arc. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais aligner des dents avec un multivac sans arc. Et du coup, c'est le même cas pour les aligneurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de bon travail, de bons résultats sans avoir recours à ces attachements qui sont personnalisés pour chaque dent. Ils vont me permettre de potentialiser les mouvements souhaités. C'est-à-dire que moi, quand je vais donner l'ordre sur le setup de mobiliser une dent, que ce soit en translation ou en largeur, je dois utiliser un attachement qui va me permettre de potentialiser ces mouvements-là. Et bien sûr, ils vont me permettre aussi d'achever les mouvements, mais au-delà de ça, assurer la rétention. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas une gouttière simple, ce n'est pas une gouttière de contention, c'est une gouttière qui va faire bouger les dents. Et du coup, il doit être rétentif. Donc là, si on essaie de comparer un travail, parce qu'au début, les attachements, c'est une nouveauté même dans le domaine des aligneurs. Si on veut comparer entre un aligneur sans attachement et un aligneur avec attachement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'avec un attachement, la force devient plus consistante, plus importante. Et du coup, la force va être bien potentialisée et bien optimisée. Et je vais avoir un résultat qui est le plus sûr possible. Donc, bien sûr, comment je fais pour ces attachements? Alors là, c'est le collage. Que je vais faire un petit montage, un composite de collage, l'essentiel, comme il a dit Dr. Wadia, c'est la comparaison entre un composite de restauration et un composite de collage. Je ne peux pas les comparer déjà. La propriété, elle est claire. Composite de collage, l'essentiel pour avoir des attachements qui sont bien collés. Mais attention, en orthodontie, on travaille avec un composite de collage, on va dire qui va nous permettre d'avoir un collage, une adhésion qui est provisoire, c'est-à-dire à un certain moment, je dois la décoller. On ne va pas utiliser ces fameux rames de 23. Et voilà le résultat. Donc, on a fait l'expansion. L'expansion ici, mais c'est ça ce qui est faussé. C'est que je ne peux pas vous dire que j'ai fait de l'expansion. En fait, j'ai fait un alignement. Parce que si j'avais fait l'expansion pour ce cas-là, juste avec mon fameux quadrilique, j'aurais pu gagner de l'espace sans faire du stripping. Stripping, c'est quoi? Bien sûr, c'est meulage interproximal entre les dents. Regardez sur la photo, là. Là, ce sont les traits du stripping. C'est-à-dire que, en fait, les aligneurs trouvent bien l'orthodontie des 3D très faible dans le sens transversal, qui est déjà une urgence en orthodontie. Du coup, je ne peux pas avoir une expansion, mais en fait, j'ai fait un alignement. C'est-à-dire, c'est une fausse expansion. Du coup, je peux peut-être ne pas gagner dans le centrage, calage et guidage. Alors, le fameux sens vertical. On va faire aussi